Bonsoir, merci de nous retrouver. Vous regardez le point sur l'actualité sur For You Media Africa. Vous nous suivez également à travers notre radio, la 96.3 FM, mais aussi à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou encore tout simplement notre application For You Media Africa. Merci une fois de plus d'être avec nous. Une seule thématique ce soir, on parle de l'actualité du côté du Mali avec cette nouvelle, la France qui a décidé de suspendre son aide au développement à Bamako seulement quelques jours après ce retrait. On le sait, on a annoncé le retrait définitif des militaires français en terre malienne. Cette fois-ci, le pays a décidé donc de suspendre son aide au développement et la raison est simple, la coopération ou encore la collaboration entre Bamako et Moscou qui ne plaît pas justement à Paris. La France qui accuse justement Bamako de coopérer avec ceux qu'il qualifie justement de mercenaires russes du groupe Wagner. Alors que vaut cette coopération, du moins cette aide au développement de la France au Mali? On va essayer d'analyser comment comprendre cette décision. Est-ce qu'il y aura un impact sur la vie ou encore le développement économique de ce pays-là? Jusqu'où ira donc ce bras de fer entre Bamako, Paris et Moscou? De toutes les façons, on en parle dans le cadre de cette édition avec nos invités. Notre consultant permanent est là, Jonathan Batenguene, avec nous sur ce plateau. Bonsoir Jonathan, bienvenue. Bonsoir Madame Doumbé-Siké. Bonsoir. Bonsoir à notre copanéliste éminent que vous allez présenter. Oui. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous ceux qui nous regardent, les inconditionnels de ce programme. Nous sommes très heureux et reconnaissants de leur fidélité. Nous leur disons merci de continuer le combat. C'est eux les véritables héros. Saluons les techniciens, personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Depuis 2 mois, nous demandons la libération inconditionnelle, sans délai, de notre sœur Edith Puchéry-Ballet. Elle est une icône, nous disons, notre grande sœur, notre mère, notre femme. Edith Puchéry-Ballet est un exemple pour toutes les femmes. Elle incarne ce qu'ont été les grandes Amazones à leur époque. Elle a permis l'augmentation salariale en Côte d'Ivoire. Son combat a permis d'ouvrir les yeux sur la nationalité des mercenaires utilisés par le régime d'Abidjan. Grâce à elle, on connaît aujourd'hui la vérité. Et c'est cette vérité qui a valu la forfaiture qu'il entraîne aujourd'hui à la MACA. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Nous clamons son innocence. Nous savons qu'elle sera bientôt libre et nous lui disons, Puchéry, courage, Madame Ballet, courage, courage, courage. Toute l'Afrique est avec vous. Toute l'Afrique est avec vous, là où vous vous trouvez. Toute l'Afrique vous a en mémoire. Vous êtes notre héroïne et nous attendons votre libération. En attendant, courage, Puchéry. Bientôt tu seras libre comme ton pays, notre pays, la Côte d'Ivoire et notre continent. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Eh bien, vous l'avez si bien dit, un autre invité, Tapé Goubera, qui est avec nous également dans le cadre de cette édition. Bonsoir. Bonsoir, Madame Siké. Je salue mon frère Jonathan Batenguene. Je salue la direction de For You Media, tous les éditeurs et auditrices de For You Media. Je salue également les personnes qui travaillent dans l'ombre et qui permettent à ce que les émissions aient lieu. Merci pour l'invitation. Voilà, nous vous remercions également d'avoir accepté cette invitation sur For You Media Africa. Eh bien, chers téléspectateurs, sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de notre thématique
Bien sûr, cette suspension d'aide au développement, la France l'a bien sûr annoncé. Paris ne supporte plus ou n'accepte pas cette collaboration ou coopération entre Bamako et Moscou, précisément en ce qui concerne les instructeurs russes sur le territoire malien. Jonathan Batengene, je commence avec vous sur cette question. Alors, la suspension de l'aide au développement de la France à Bamako, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela indique concrètement? D'abord, il faut être tout à fait explicite vis-à-vis de nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle une aide. Oui. Dans le contexte des relations financières entre les États, la question de l'aide concerne les crédits qui sont octroyés à des taux d'intérêt inférieurs à 5%. Chaque fois que le taux est inférieur à 5%, on considère qu'il s'agit d'une aide. D'une aide, oui. Et on se dit que les taux d'intérêt faibles participent de mécanismes d'incitation et de boost des économies dites fragiles. Dans le cadre du Mali et de la France, il faut que les téléspectateurs sachent que lorsqu'on parle de l'aide publique au développement, c'est donc des mécanismes qui permettent à l'État français de fructifier du capital. Oui. Du capital qui est très souvent octroyé via les grandes entreprises françaises, via un mécanisme au sein de l'AFD. C'est-à-dire que l'Agence française de développement oui. Affirme ou bien déclare qu'elle vous apporte une aide qui n'excède jamais pour une année 50 millions d'euros. Vous comprendrez qu'on est dans l'ordre de quelque chose comme 30 milliards de francs CFA. Oui. Donc ça n'excède pas. Dans plusieurs pays africains où cette aide est disponible, ça n'excède pas 50 millions d'euros. Si vous prenez un État comme le Mali et que vous regardez le budget total de l'État du Mali, vous le situez autour de 1000 milliards. Du moins, vous avez les dépenses importantes autour de 1000 milliards. Et que vous regardez 50 millions d'euros, ça on a pris la maximale, 50 millions d'euros. On est dans la broutille. Quoique tout apport de fonds est important pour un État, parce que ça peut permettre de financer des lignes de crédit ou bien des lignes de dépenses qui n'étaient pas couvertes. Donc, on a une aide comme celle-là, qui n'est pas véritablement une aide, mais qui est en fait une manière de financer les entreprises françaises. Parce que l'Agence française de développement va désigner des entreprises françaises qui seront adjudicataires du marché au terme d'une procédure de sélection de maîtres d'œuvre qui devront réaliser le travail. Donc, ces entreprises qui arrivent peuvent, dans le cadre d'une coopération, décider de travailler avec les entreprises locales. Voilà un peu le mécanisme qu'on appelle l'aide. Vous regardez donc, c'est un mécanisme qui vise à booster l'activité économique des multinationales françaises sur le territoire d'un pays, à renforcer l'influence de la France et à s'assurer un certain contrôle des dépenses de cet État et à gagner des parts. Par exemple, si certaines entreprises qui viennent de recevoir un coup de pouce de la France doivent pénétrer le marché malien, dans le cadre d'un crédit de l'AFD, on peut les positionner comme étant adjudicataires du marché et donc comme étant ceux qui vont le réaliser. Ça leur permet de vendre leur image et de pénétrer le marché malien. C'est encore une mesure inégalitaire parce que ça ne facilite pas la compétition à armes égales ou bien à compétences égales entre les acteurs locaux et les entreprises de la France. C'est donc ce mécanisme que la France dit aujourd'hui qu'elle suspend. Oui, suspendre. En fait, la suspension n'est pas dommageable pour l'économie malienne. Elle n'est pas dommageable. Elle n'est pas dommageable, mais elle avait quand même une place importante dans l'économie, non? Non. Les fonds, l'AFD
finance prioritairement des fonds, des projets qui sont dans la continuité de la défense de l'influence française. Il faut noter que l'AFD elle-même est toujours pilotée par un général français, quelqu'un qui est un militaire. Ça participe de la diplomatie d'influence de la France. Donc, avec l'AFD, on n'est pas loin d'une diplomatie parallèle. On est même au cœur de cette dernière. Et quand l'AFD pilote, dit apporter de l'aide, c'est essentiellement de l'argent qui suit les canaux de l'influence française. Donc s'ils ont remarqué des projets porteurs dans le secteur minier, ils vont injecter de l'argent dans ce secteur minier en priorisant les entreprises françaises dans l'adjudication de l'exploitation des ressources dans ce secteur. Donc c'est un préalable qui permet à la France de gagner en influence et de peser au moment de la prise de décision sur des secteurs stratégiques. Ça veut dire que cette aide sert un peu plus, en tout cas plus d'ailleurs la France que le pays qui est concerné comme le Mali. Tout à fait. Elle sert plus. Elle n'est même pas une aide, c'est un crédit. Oui. C'est un crédit, qui finance les entreprises françaises parce qu'elles sont majoritairement adjudicataires. Oui. C'est généralement elles qui sont désignées pour réaliser les marchés. Et en plus, elle permet de les positionner dans le cadre de la captation des nouveaux marchés sur le territoire. Et quand vous allez remarquer, les secteurs financés par l'AFD ne sont pas des secteurs qui sont en phase avec l'économie réelle du Mali. C'est généralement en phase avec la partie de l'économie formelle, qui est intégrée au capitalisme mondial. Et c'est des projets qui sont aussi parfois intégrateurs au niveau financier parce qu'ils vont faciliter le contrôle, les mécanismes de contrôle des finances publiques du Mali. C'est pourquoi vous avez vu que de 2015 à 2017, il y avait un projet pour financer le secteur bancaire malien. Donc, ils ont des financements ciblés dans des secteurs ciblés, on dit dans les énergies renouvelables. Mais quand vous verrez comment ils financent dans les énergies renouvelables, ça sera dans la captation d'un nouveau marché au niveau du Mali. Alors effectivement, il y a quelques chiffres. On nous parle de plus de 470 millions d'euros versés au Mali entre 2013 et 2017. Oui, 400, quand vous regardez en moyenne, si vous prenez de 2013 à 2017, oui. En moyenne, on est dans les disons 100 millions d'euros en moyenne. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Quand vous regardez, on est autour de 80 millions d'euros. Ce n'est pas des aides, ce n'est pas colossal. Si vous prenez à côté ce que d'autres pays, par exemple au Mali, les pays comme la Suède dépensent, un pays comme la Suède qui n'a pas le même niveau d'intérêt que la France, dépense des sommes qui sont carrément la moitié. Mais quand vous regardez au prorata des intérêts français à l'époque au Mali, vous avez l'impression que la Suède investit beaucoup plus que la France. Mais vous allez demander donc aux populations, parce que c'est l'impact de cette aide qui est le plus important. Quand vous allez demander aux populations maliennes, est-ce que vous avez bénéficié, vous avez déjà vu les retombées justement de l'aide, oui. Ces populations vous diront non. Pourquoi? Parce que cette aide reste dans des secteurs ciblés, qui sont des secteurs intégrés à l'économie formelle, qui est généralement reliée à l'économie capitaliste. En fait, la France utilise ce mécanisme de crédit pour davantage asseoir son influence. Et elle sait que l'économie, la tendance en Afrique étant la formalisation des économies, en s'octroyant le monopole du financement des secteurs formels et en captant les niches du secteur formel, elle va contrôler au fur et à mesure l'élargissement de cette formalité au sein des sociétés africaines. Parce que pour l'instant, ce qu'elle ne finance pas, c'est le secteur qui est dit à risque, mais qui est en fait l'économie réelle africaine, c'est-à-dire le secteur informel. Ce secteur lui échappe et donc elle ne peut pas investir des capitaux dans les économies informelles. Merci à vous Jonathan Batenguene déjà pour ce premier jet. Tout à l'heure on va revenir sur la raison qui a été bien sûr avancée et surtout rappeler que
d'après nos informations, cette décision a été prise il y a de cela 2 semaines déjà, mais elle n'a pas été rendue publique. Alors, pourquoi est-ce que la France n'a pas rendu publique cette décision? Et surtout, la raison, Paris est clair, c'est cette collaboration entre Bamako et bien sûr Moscou qui ne passe pas. On parle des mercenaires russes du groupe Wagner qui seraient donc sur le territoire malien et que Paris n'accepte pas. Alors, Tapé Grobera, je viens donc vers vous. On rappelle que de plus en plus, le Mali, on a l'impression que beaucoup de pays tournent le dos aujourd'hui au Mali. C'est vrai, je prends peut-être dans l'aspect sécuritaire. On sait que la Côte d'Ivoire a décidé de retirer par exemple ses troupes. Le Royaume-Uni, la France également, ses troupes sont parties. Aujourd'hui, le pays décide de suspendre son aide au développement. Qu'est-ce qui se passe, Tapé Grobera, à votre avis? Merci, Madame Siké. Je voudrais, si vous permettez, apporter une petite couche. Je pense, avant de répondre réellement à la question que vous venez de poser. Par rapport à la brillante intervention de mon frère Jonathan Batenguene, je voudrais dire que la notion de aide au développement, c'est un concept qui est créé et né, qui n'est pas né ex nihilo. Je voulais le dire. Pourquoi? Parce que c'est le 20 janvier 1949 que le président Harry Truman parle dans la politique qui a été orchestrée par les États-Unis d'aider les pays les plus, en sous-développés. Donc il faut comprendre que il y a une logique. Déjà, on sait qu'en 1947, il y a le plan Marshall qui a été fait pour les pays européens. Et ensuite, à partir de 1949, le 20 janvier, le président Harry Truman décide d'aider les pays en voie de développement par un investissement des capitaux, mais vraiment bien ciblé. Nous, si nous sommes en 1949, aucun pays africain n'est indépendant, sauf l'Éthiopie, bien sûr. Et de ce fait, en réalité, l'objectif, c'est quoi? C'est la recherche des marchés. C'est ce qu'a développé tout à l'heure Jonathan Batenguene. L'autre élément, il y a l'aspect idéologique. On est dans cette subdivision de 2 blocs. En réalité, l'objectif du bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis et ce qu'on appelle les gens de l'OTAN aujourd'hui, c'est d'empêcher, ce qu'ils appellent l'expansion du communisme. Et donc, quand nous faisons le parallèle, c'est la même situation qui se pose aujourd'hui. Mais comme je dis, on va en arriver là. Et donc, en ce qui concerne la France, l'AFD va naître plus tard. Mais je rappelle que déjà le 2 décembre 1941, le général de Gaulle va créer la caisse centrale de la France libre par ordonnance. Et en fait, elle va continuer et ils vont créer après, il va se transformer à une autre caisse en territoire d'outre-mer. Et donc, on va créer la première agence en 1947 à Brazzaville. Son rôle est le soutien des acteurs économiques et le développement. Donc, en 1947, les pays africains ne sont pas libres. Et après, donc, cette caisse va donner lieu à l'AFD que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a une logique toute simple qui est que les gens ne veulent jamais laisser du lest. Et que c'est dans une logique bien donnée, bien ordonnée, que les gens créent ces structures-là. Aucune structure n'est créée ex nihilo. Elle est créée, elle est fille de son époque. Donc, l'AFD est la fille de l'époque. Et déjà, donc, sur le plan idéologique, elle s'inscrit dans une logique bien donnée, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, empêcher l'avancée du communisme. Aujourd'hui, empêcher l'avancée, de ce qu'on appelle les Russes. Maintenant, est-ce que vous avez posé la question, tout le monde se retire? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce n'est pas que tout le monde se retire. C'est que le gouvernement du Mali actuel est un gouvernement très stratège. Et donc, ce gouvernement-là a mis à nu ceux qui sont venus pour exploiter et opprimer le peuple malien en particulier et les peuples africains en général. Parce que ce qui se passe, c'est une question d'exploitation. Jonathan a fait un développement très, très, très intéressant qui permet de voir qu'en réalité, il a donné la définition de l'aide. Parce que souvent, on utilise des mots pour, en fait, mettre en avant de l'imposture. Parce que quand on nous dit
c'est de l'aide dans l'entendement de beaucoup d'Africains, ou bien même des Européens. C'est qu'ils sont gentils, ils sont généreux, ils veulent nous aider. Mais en réalité, un crédit dont le taux d'intérêt ne fait pas 5%, c'est un crédit. Mais on ne va pas le dire. Parce que pour eux, le fait qu'ils descendent à un taux d'intérêt qui est moins de 5%, ils sont généreux. Mais en réalité, c'est un crédit. Et donc, personne, en fait, tous ceux qui sont là, avec la stratégie qu'a adoptée les autorités du Mali, tous ces gouvernements-là, en commençant par la France et tout le reste, se sont sentis inutiles. Parce que c'était sur le dos du Mali et des Maliens qui faisaient, pour prendre l'expression de la rue en Abidjan, qui faisaient leur marché. Vous voyez? Donc, c'était un pays où chacun venait faire ce qu'il avait envie de faire. C'était un pays riche, très riche, plus riche que tous ces pays-là, et donc dans lequel chacun venait se servir. Donc, pour ce faire, depuis que les autorités maliennes ont pris leurs responsabilités, de dire que personne ne se déplace comme il veut dans ce pays, puisque si vous devez faire quelque chose, c'est sous notre autorité. Donc, ces gens-là, qui apprenaient d'abord l'argent de leurs contribuables pour venir faire leur business en Afrique, au Mali, les contribuables se sont rendus compte en réalité qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Donc, ils étaient obligés de partir. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, le retrait de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une logique de la fidélité de M. Ouattara ou bien des injonctions de M. Macron à Ouattara. Ils ne sont pas partis parce que y a quelque chose d'autre. Sinon, le bon sens nous aurons guidés. Pour prendre l'exemple, lorsque le 10 juillet 2022, il y a ces 49 soldats ivoiriens qui sont arrêtés, si la Côte d'Ivoire, ou même M. Ouattara et son régime étaient conséquents, lorsqu'ils publient leur communiqué du 12 juillet, c'est-à-dire 2 jours après le mardi, la première des choses pour montrer aux Maliens qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé, c'est de dire, bon, soit même une menace, pour dire que comme c'est ainsi, nous retirons nos troupes du Mali. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont fait autre chose. On a présenté les 49 soldats qui sont devenus 46 par la volonté des autorités du Mali. On les a présentés, on les a laissés, on a présenté autre chose qui n'était pas des mercenaires. Ils étaient ici, on allait prendre à gauche, à droite, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux. Donc, la Côte d'Ivoire se retire parce que la France, ou bien Macron, a décidé. Donc, M. Ouattara, qui est là, je veux le rappeler, c'est pas nous qui l'avons dit, Nicolas Sarkozy dans le livre qui s'écrit, ça reste entre nous, il a dit, on a dégagé Gbagbo pour installer Ouattara. Donc, Ouattara, lui, est obligé. Si M. Macron prend le téléphone et dit, mais M. Ouattara, vous ne faites pas là-bas, il est obligé d'enlever ses troupes. Les autres, certainement par solidarité avec la France, ou bien parce que les autorités du Mali les ont mis, comme on dit dans notre langage, dans un cadenas. Ils ne peuvent plus se permettre de circuler dans le pays, prendre ce qu'ils ont envie de prendre, et donc les autorités du Mali disent, on va voir clair dans ce que vous faites. En plus, ils ne peuvent plus se permettre d'aller donner des armes dont ils n'ont pas besoin, à des djihadistes, à des groupes armés, comme on les appelle, et puis faire leur petit marché. On les a à l'œil. Donc, ils sont en train de se tourner les pouces. La solution la plus intéressante pour eux, c'est de partir. Donc, ce n'est pas qu'ils abandonnent, ce n'est pas que le Mali est isolé, mais c'est parce que les autorités du Mali les ont mis sur la touche. Vous imaginez, c'est comme un joueur de foot. Vous allez dans une équipe, vous venez, vous dites, je suis Messi. L'entraîneur vous regarde, il dit, bon, tous les matchs, vous êtes sur le banc de touche. À un moment donné, vous allez dire à votre agent pour dire, mais je suis venu faire quoi dans ce club? Moi, je venais ici parce que je devais jouer. Mais tout le temps, l'entraîneur me met. Écoutez, si c'est comme ça, moi, je vais partir de ce club. Voilà ce qui se passe. Donc, tous ces gars qui étaient là ont été mis sur le banc de touche par les autorités du Mali. La Côte d'Ivoire, elle, c'est par obligation, puisque M. Ouattara était, comme je dis, c'était un obligé de ses mandats. Donc, eux le font. Les autres, ils se tournent le pouce, et d'autres aussi, par solidarité à la France, qui certainement se dit, bon, les gars, on ne va pas continuer de se faire humilier, donc il faut qu'on parte. Donc, voilà un peu le départ qui est là. C'était un départ qui a été, enfin, qui est fait par dépit. Ils ne partent pas de leur bonne volonté. L'autre élément, c'est que il y a le fait que, avec les autorités russes, on gagne du terrain. Rappelons-nous
que c'est en 2013 qu'il y a eu les forces MINUSMA, Barkhane et tout ça qui sont venus s'installer. Mais en 9 ans, ils n'ont jamais pu faire un seul bilan. Aujourd'hui, en moins d'un an, le bilan là, l'armée malienne avance. L'armée malienne aujourd'hui, au vu de ce que nous savons, en Afrique de l'Ouest, c'est l'une des armées les plus armées, qui même en termes d'hélicoptères, d'avions, etc., elle est puissante. Aujourd'hui, elle peut se permettre de libérer son territoire. Donc tous ceux qui vendaient du rêve et qui voient que concrètement les Russes sont venus, parce que les Russes, eux, ils sont concrets, ils viennent, c'est ce que nous on demande. Nous on ne demande pas de remplacer ou bien de substituer un mec par un autre. On dit nous on veut coopérer. Toi, ce que tu as, si ça nous arrange, on prend. Ça ne nous arrange pas, tu dégages. C'est ce qu'on dit. Il n'y a rien de plus. Or, avec les Russes, c'est ce marché-là qui marche. Eux, ils ont besoin de ça. Nous, on dit on a besoin de ça. On échange et puis chacun est gagnant. Les autres, ils donnent l'impression d'être des demi-dieux qui doivent décider de notre vie, de ce que nous devons faire. Et ça ne passe plus. Voilà ce que je tenais à dire dans cette partie-là. Merci à vous, Tapé Groubera. Je ne sais pas, on a signalé un appelant du côté du standard avant peut-être de poursuivre ici au plateau. Est-ce qu'on prend l'appelant? D'accord, on a perdu notre appelant. Peut-être la réalisation réglée le problème de l'oreillette. On va poursuivre ici sur le plateau. Le temps d'afficher justement les numéros de téléphone, vous les recevrez donc au bas de votre petit écran à la maison. Et puis vous pouvez bien sûr participer, appeler, donner votre point de vue sur la thématique. Alors Jonathan Batenguene, justement, on parlait de cette raison. Paris n'accepte pas cette collaboration entre Bamako et bien sûr Moscou. Paris dénonce la présence de ce qu'ils ont qualifié, je cite, des mercenaires du groupe Wagner sur le territoire malien. Alors, on va prendre votre avis là-dessus. En attendant, on nous signale que l'appelant est revenu. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Ouais. Oui, merci. Je vous salue. Bon, l'émission, en tout cas, vraiment, c'est une bonne émission. En tout cas, bon, c'est au niveau de l'aide au développement. Bon, quand on prend par exemple l'aide au développement, bon, est-ce que l'Afrique, avant les Français, est-ce que nous, comment on appelle ça? On a perdu notre téléspectateur malheureusement, mais on va rester au standard. On va accueillir cette fois-ci M. Jean Sapegno depuis les États-Unis. Bienvenue. Bonjour Manuela Siké. Vous me recevez? Très bien, M. Jean. Merci. Je salue vos invités. Groubera, Jonathan, et nous saluons les techniciens. Manuela Siké, ça fait rire. Ça fait rire. Effectivement, Jonathan a bien parlé du système d'aide au développement, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. D'abord, d'entrée de jeu, nous lançons un appel d'encouragement aux Burkinabés de continuer la lutte. Personne ne viendra faire cette lutte pour nous. C'est la jeunesse, ceux qui sont sur le terrain, nous qui ne sommes pas sur le terrain, nous les encourageons d'aller de l'avant. La vie de l'homme, c'est dans cette lutte de libération totale du mal qui constitue l'Occident sur le continent africain. C'est le même système qui continue au Mali. On parle d'aide au développement. Vous voyez, si nous allons même passer du système scientifique que vient d'expliquer votre panéliste Jonathan, la France donne quoi? Euro ou bien dollar? Ou bien franc CFA. La France donne franc CFA. Où est-ce que la France trouve le franc CFA? C'est elle-même qui frappe le franc CFA. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Si la France devant l'Union européenne passe de l'argent pour dire bon, donnez-moi 20 euros, donnez-moi ceci, 20 000 euros. Mais cette devise reste avec la France. Elle ne fait que nous libérer les papiers.
Nous libérer, il faut mettre l'accent sur ça. Que nos présidents, que nos chefs d'État sachent que si depuis longtemps ils reçoivent l'aide de développement, ça n'aboutit à rien, c'est à cause de ça surtout. Et de deux, ajouter à ce que le système que votre panéliste Jonathan vient d'expliquer. On aide qui? Est-ce que l'aide-là s'en va effectivement c'est leur calcul. C'est comme ça. C'est ce qu'ils ont fait avec la Russie. Parce qu'ils vont punir la Russie. Alors que c'est en ce moment-là que la Russie grimpe en tout. De la même manière qu'ils sont en train de penser qu'ils vont punir le Mali va grimper et va se libérer complètement. Pas seulement le Mali, le Niger. Nous appelons aux populations de la sous-région, Togo, Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, soyez prêts pour chasser la France dans tous les domaines de votre vie sociale, économique, politique. Évitez la corruption. 1 million aujourd'hui, ça ne va nulle part avec vous. D'ailleurs, les visas qu'on vous promet, on va vous donner une nationalité française, ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est la galère chez eux. Comme l'a dit Nathalie Niam, c'est la galère chez eux, comme ici chez nous aussi. C'est ça. La réalité, c'est là. Mais si vous avez l'intention que l'argent qu'on vous donne aujourd'hui, 1 million, et vous allez trahir vos peuples, sachez que vous travaillez pour le mal. Et vous allez payer vous aussi. Mais nous occupons de vos maîtres, l'Occident, qui vous manipulent. Ils vont quitter le continent africain. Ils vont quitter la sous-région ouest africaine. La France fait ses manigances, fait ses pressions. On ne sait pas pourquoi. De quel droit? Nous sommes dans notre droit de défense de notre territoire. C'est là que la nature, le Dieu a voulu qu'on soit. Nous allons défendre ce qui est sous nos terres. La France n'est qu'un voleur, un batteur, Satan, démon, pour venir détruire. Et c'est ce qu'elle fait juste là. Elle s'en fout de la vie humaine. Donc, que Dieu vous bénisse. L'aide de développement ou pas, on s'en fout de ça. Que les Maliens soient sereins pour avoir dans cette lutte de libération. N'écoutez pas, ne vous souciez pas de cette théorie qu'il faut autour de vous. Ils vont échouer. Il faut seulement du bruit. Nous sommes dans notre droit, devoir. Et nous avons la victoire. Nous sommes en guerre. Merci Vanessa. Et Mandela, excuse-moi. Merci à vous également, monsieur Jean Sapognou. On va rester au standard. Monsieur Sely, bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver. Bonsoir, Madame Doumbé. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de For You Media. Madame Doumbé, la question c'est pourquoi la France refuse la collaboration avec la Russie? Tout simplement parce que la France n'a jamais souhaité collaborer avec l'Afrique. Elle nous considère, les Africains, comme des esclaves. J'ai souvent des discussions, chaudes avec mes amis, quand je leur dis que les pays africains francophones sont sur un modèle esclavagiste et non colonial. Parce que la France est un empire qui a encore des colonies. C'est-à-dire que si vous prenez la Guadeloupe, comment on appelle encore, les Antillais, là, les Jacob de Varieux et tout ça, ils fonctionnent sur le modèle colonial. C'est-à-dire que la France a des responsabilités. Elle construit les écoles, elle fait les routes, ils utilisent la monnaie française. Actuellement, ces pays-là utilisent l'euro. C'est-à-dire la Guyane, Guadeloupe, j'ai oublié les noms. Tous ces gens-là sont sur le modèle colonial. C'est-à-dire la France construit les routes, construit les écoles, ils utilisent la même monnaie que la France, ils ont le passeport français. Mais nous, les Africains qui utilisons le franc CFA, nous sommes sur un modèle esclavagiste. C'est-à-dire que la France nous prend tout. Elle ne prend pas seulement notre sol et notre sous-sol, mais elle prend la sueur de notre travail. Et à partir de là, elle ne peut pas accepter une collaboration. Elle est sur un modèle esclavagiste. Allons maintenant plus loin. Qu'est-ce que c'est que le développement? Mais vous nous avez déjà expliqué, Madame Siken Doumbé, depuis des années, qu'aucun peuple ne peut venir développer un autre peuple. C'est un peuple qui se réveille,
qui se donnent des objectifs et des visions et se développent. Regardez là, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Regardez le Qatar, c'était des pays plus pauvres que le Cameroun, le Gabon, la Guinée, le Tchad. Mais ils ont eu le pétrole comme tous les autres pays, comme les autres pays des Golfe. Ils ont eu une vision, ils ont développé leur pays. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas la France, personne n'est venu, ils n'ont pas eu d'aide au développement. Ils ont eu une vision, ils se sont développés. Une fois qu'on a défini le développement, maintenant, essayons de comprendre ce que la France appelle l'aide au développement. Je vous ai dit, avec le franc CFA, il y a un mécanisme qui est en place qui consiste à prendre notre argent pour venir nous emprunter ça à des taux élevés, nous enfermant dans un mécanisme de crédit indéfini. Et deuxième aspect de cette aide au développement de coopération, c'est que chaque fois que nos caisses sont pleines de devises, la France déclenche une guerre dans nos pays, elle vient, elle intervient militairement et elle récupère toute cette... Parce que toute intervention française en zone francophone est payée par notre argent qui est dans leur compte d'opération. Ils font juste un prélèvement en disant, ok, Cameroun, nous avons intervenu 300 jours, on récupère tel montant. Tchad, nous avons intervenu tel nombre de jours, on récupère de l'argent. Donc, avec ce système, ils raclent les fonds de nos comptes d'opération. Voilà ce que la France appelle collaboration, aide au développement. Donc, c'est pour ça que je rejoins Jacques Sapono qui disait que c'est ridicule. Dès qu'on va détruire le franc CFA, ce sera fini. Parce que tout soldat français qui arrive sur nos terres, elle arrive avec les sacoches pleines de francs CFA, violant ainsi nos enfants à volonté puisqu'ils ont de l'argent alors que nous sommes dépouillés de nos pouvoirs d'achat. Regardez le nombre comment la pédophilie est développée autour des bases militaires françaises. Parce qu'ils ont le franc CFA et les familles sont impuissantes. Elles sont obligées même d'accepter que leur fille aille se prostituer pour venir leur faire manger. Donc voilà l'aide au développement. Donc je dis encore une fois de plus, on voit ce qui se passe au Burkina. Toute la jeunesse africaine doit se mettre debout comme un seul homme pour bouter la France dehors. Mais la première chose à faire, puisqu'il y a plusieurs façons, ça peut être militaire, ça peut être diplomatique, mais l'aspect monétaire est très important. Le Mali qui est en train de balbutier là, le seul pays capable de perturber le Mali à l'heure actuelle, c'est la France. Parce que là, le franc CFA peut venir corrompre les populations pauvres et les mettre en action. Donc tant que le Mali ne va pas couper ce cordon et sortir du franc CFA, le Mali restera directement sous la menace de la France, totalement. Donc j'invite ces pays-là, au lieu d'aller faire la guerre à la France, au lieu d'aller se battre diplomatique, supprimer seulement le franc CFA, ils vont plier bagages, ils vont partir. Parce que s'ils doivent revenir encore avec leur base militaire, ils doivent prendre de l'argent dans nos banques centrales et ils ne pourront pas. Parce que prendre l'argent dans nos banques centrales, ça veut dire qu'ils vont nous déposer des devises. Or, la France ne veut pas déposer des devises dans nos comptes. Vous comprenez, Madame Siké? Donc, nous avons les moyens d'agir. Il faut simplement que nos chefs d'État qui sont là comprennent que les temps ont changé. Voilà ce que je souhaitais dire. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Monsieur Sely. Très bonne soirée. On va rester au standard. On va prendre notre téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonsoir Manuela. Bonsoir, bonsoir. Merci pour tout le travail que tu fais. Manuela, c'est Banakani Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Banakani Emmanuel. Bienvenue. Banakani, voici un voleur. Après t'avoir volé, pillé, violé toute ta famille, tué tes enfants, maltraité, pillé tout dans ta maison, vient te donner quelques déchets de ce qu'il a volé et prétend te dire que j'arrête de t'aider. Pauvre France. Pauvre France. Manuela, je dis la France est vraiment inconsciente. Elle est inconsciente que nous sommes conscients en ce 21e siècle. La France me fait pitié. Il y a mon plus jeune frère de 15 ans qui m'a demandé un jour, après avoir écouté le discours du président français, il m'a posé la question comme ça: grand frère, c'est le président de la France ou bien c'est un homme qui entretient la maison de la France? Je dis: mais petit frère, pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Il dit: mais lorsque j'écoute le discours de cet homme, je vois que la France n'a rien compris, que moi, à l'âge de 15 ans, je suis conscient du pillage de la France. Je suis conscient du viol que la France a commis sur mes aïeux. Je suis conscient
combien de fois la France nous a trompés. Il n'est qu'en classe de première, ce jeune frère. Manuela, imagine, et moi, qui suis plus de la trentaine. La France nous fait pitié. De quelle aide elle parle? Qui aide qui? Qu'elle vient, on fasse le bilan de ces aides. Elle a été développée. Quel pays a été développé par des aides? Par une aide? Aucun pays du monde. Donc lorsqu'elle nous parle de l'aide, vraiment elle ne sait pas. Elle nous vole et elle pense qu'elle est en train de nous aider. Elle nous vole, elle nous pille, elle pense qu'elle est en train de nous aider. Qu'on fasse le bilan. L'or du Mali, le diamant, le cacao, le café. Que la France vienne et qu'on fasse le bilan. On verra qui pique qui vole qui. Quelle aide. Au contraire, c'est nous qui l'aidons. On verra. Qu'elle arrête ces aides. Qu'elle arrête et qu'elle nous apporte l'or du Mali, le cacao, le café. La monnaie qui nous rend encore esclaves. Pour la monnaie, je tiens à appeler Assimi Goïta et le président Touadéra, sans oublier Ibé du Burkina. Ibé, écoute bien. Tu sais que nous sommes en train de te regarder. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as le peuple devant toi. L'Afrique tout entière est devant toi. Prends tes responsabilités. Pour la monnaie, je demande l'union. Ça ne serait que ces deux pays. On n'a pas besoin de toute l'Afrique pour commencer. On n'a pas besoin de tout le monde pour commencer. Touadéra et puis Assimi peuvent s'unir, créer une monnaie pour laisser cette monnaie des francs CFA, cette monnaie de la colonisation qui nous maintient dans l'esclavage. C'est simple. Il y a trop d'intellectuels africains pour créer une monnaie. Manuela, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci encore à For You Media. L'avenir nous appartient. Merci pour tout le travail. Bye bye, que Dieu vous bénisse. C'est nous qui vous remercions, Banakani Emmanuel. Merci beaucoup d'être passé par ici. On va refermer le standard avec vous, Monsieur Évariste, depuis Lomé, je pense bien. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. Je salue tous les participants, techniciens, journalistes et tous les spectateurs. Bon. Moi, tout simplement, je peux dire que suspension de l'aide au développement, c'est un bon débarras. Parce qu'on en a marre en Afrique. Où le système Afrique-France, là, non, on en a marre. Donc, c'est un bon débarras. C'est notre propre argent qui prennent pour nous aider. Au retour. Donc, si je suspends ça, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Nous aussi au Togo, ici, nous, on attend vraiment avec impatience une nouvelle coopération, c'est-à-dire avec la Russie, la Chine, l'Inde, tout ça. Sinon, on a de la France. On a un téléspectateur qui on va le prendre d'abord avant de refermer le standard, puisque vous êtes là depuis. Allô? Oui, allô. Bienvenue, monsieur. Oui, bonsoir, For You Media. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Bonsoir à tous. J'appelle du Sénégal. D'accord, on vous écoute. Donc, bonjour à tous vos téléspectateurs et toute l'équipe de For You Media. Nous vous remercions vraiment pour le travail que vous faites chaque jour pour conscientiser davantage la population africaine. Donc, pour revenir un peu sur l'actualité, donc sur la situation, c'est dire tout simplement que la France est aux abois. La France est aux abois parce qu'aujourd'hui, c'est que vraiment il a tout perdu. Il a perdu la population. Il est là pour s'accrocher, mais forcer quoi, mais il reste là pour forcer, mais avec toutes les humiliations qu'il reçoit actuellement, donc il ne fait que forcer, mais il sait que les cartes sont cuites. Pour la suspension de son aide au développement au Mali, c'est là où la population malienne doit vraiment accentuer, vraiment se mobiliser davantage, et toutes les panafricains, toute la population africaine pour vraiment. Lorsque la fois passée, j'ai suivi l'actualité en disant que vraiment
les panafricains comme Kémy Séba, Nathalie Yamb et consorts sont dans le viseur du département américain. Mais je dis, quelle honte! Quelle honte pour ces structures-là, ces structures d'occupation-là. Vraiment, aujourd'hui, la population malienne, sinon le gouvernement malien, a gagné une bataille, vraiment, la bataille psychologique est déjà gagnée. Parce qu'aujourd'hui, donc, les Français ne comptent que sur la force, comme ils l'ont fait au Tchad, avec la complicité de ce type que je ne veux même pas appeler présent. Donc, ils ne font que forcer. Aussi, je voudrais aussi vraiment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y avait une manifestation que la presse avait organisée pour la libération. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a un grand journaliste qui a été arrêté depuis le 6 novembre, en l'occurrence Papa Alenia, un journaliste d'investigation donc qui a été arrêté le 6 novembre. Il y avait une grande manifestation aujourd'hui au Sénégal pour exiger la libération et toute la libération des détenus politiques. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous avons des préfets aujourd'hui qui sont là, qui actuellement, quand on sent la démocratie sénégalaise, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'il y a des journalistes qui sont incarcérés. Il y a toutes les activistes, ils sont dans la dynamique vraiment de faire taire toutes les voix discordantes actuellement au Sénégal. Parce que Papa Alenia a fait que diffuser des informations justes et vraies, mais comme que c'est une voix écoutée partout, donc on a décidé vraiment de l'incarcérer pour vraiment faire taire. Mais c'est peine perdue, parce qu'aujourd'hui, avec toute la mobilisation qu'on a vue sur le terrain, dans les rues de Dakar, on sait nettement que la population a compris. Donc c'est ça l'enjeu. Donc vraiment, encore une fois, je dis à toute la population africaine, à toute la population burkinabé, tchadien et malien, vraiment de continuer dans cette même dynamique, de rester unis, forts, vraiment, de ne pas céder aux intimidations, de ne pas céder vraiment à la manipulation, et vraiment d'exclure toutes ce qui va entraver vraiment la marche de cette révolution. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces gens aujourd'hui en Afrique tapés dans l'ombre, qui sont des Africains du sang et du couleur de la peau, mais sont des formateurs, sont des Français qui travaillent tapés dans l'ombre pour freiner cette révolution panafricaine. Mais vraiment, il faut rester vigilant, restons vigilants pour vraiment la réussite de cette révolution qui est déjà enclenchée et vraiment qui est dans la bonne voie. Vraiment, soyez en remerciés pour tout le travail que vous faites. On fait taper Goubera que j'ai reconnu. La France a suspendu l'aide au développement au Mali. Mais je pense que c'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir en cette fin d'année. Parce que qu'a apporté l'aide au développement à la France. Mais la France même, à travers ses indicateurs, quand elle parle de l'indice, l'IDH, indice de développement humain, le Mali est classé à 4e position. Pourtant, la France nous aide le Mali depuis 60 ans. La France a des contrats de développement avec le Mali. Mais où est classé, à quel rang est classé le Mali? À quel rang est classé la Côte d'Ivoire? À quel rang est classé tous les autres pays, les 14 pays utilisant le franc CFA? Mais je pense que nos pays ne doivent pas s'arrêter là. Hein. Je pense que nos pays doivent s'arrêter, doivent aller plus loin. Nous parlons, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce que il faut finir avec le franc CFA. La France a quitté le Mali. La France a quitté la Centrafrique. La France est en train d'être chassée au Burkina, d'être chassée au Niger, un peu partout. Mais le franc CFA est là. Mais ça, alors on a perdu Madame Cissé. La France doit mettre un terme au franc CFA. Les Africains doivent mettre un terme au franc CFA. Maintenant, nous sommes en fin d'année. Je pense que beaucoup de gens seront tournés sur la Coupe du Monde. Beaucoup de gens seront occupés, concentrés sur les fêtes de fin d'année. Et c'est là que la France devient plus dangereuse. Il faut que nos frères soient vigilants. Tous les chefs d'État, tous les Africains doivent être vigilants. Parce qu'on va utiliser la Coupe du Monde et la fin d'année pour les distraire. Et c'est là que la France va frapper.
nous demandons de faire attention. Manuela Siké, permettez-moi d'interpeller, de lancer un message aux Ivoiriens. Frères Ivoiriens, il y a une marche qui est prévue par la société civile et les partis politiques le 25 novembre. Nous demandons à tous les Ivoiriens de descendre dans les rues, de prendre les rues. C'est pour marcher parce que la vie est chère. Nous n'arrivons pas à vivre. Nous avons faim. Nous n'avons pas accès aux soins. Nous ne mangeons pas. C'est pour ça que nous marchons. Tous les Ivoiriens, nous vous demandons de prendre les rues. Personne ne viendra faire le combat à votre place. Vous voulez aller au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Personne ne viendra faire ce combat à votre place. Descendons dans les rues et prenons les rues. C'est-à-dire pour revendiquer un mieux-être, pour que les Ivoiriens puissent vivre décemment dans leur pays. Vous ne pouvez pas accepter qu'un gouvernement se permette d'avoir, le chef d'État se permette d'avoir 400 milliards de budget de souveraineté, pendant que l'Ivoirien lambda ne peut pas manger, ne peut pas se soigner. Et pendant que nous demandons aussi aux nouveaux majeurs, aux populations, d'aller se faire enrôler. Demain sera lancé l'enrôlement, les différents enrôlements. Demain, nous demandons à toutes les populations d'aller se faire enrôler. Allez vous faire enrôler pour figurer sur la liste électorale parce que nous devons récupérer notre pays. Nous devons récupérer nos communes. Nous devons récupérer nos territoires des mêmes comment dirais-je, des étrangers. Nous devons récupérer nos pays des mains des étrangers. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Descendons, allons revendiquer un mieux-être parce que nous sommes en train de mourir. On est en train de mourir petit à petit. Tous ces chiffres, ces chiffres faxistes qu'on vous lance, la Côte d'Ivoire est développée, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est de l'enfumage. Nous n'en voulons plus, nous avons fini avec ça. Descendons dans les rues pour revendiquer un mieux-être. Merci Manuela. Merci Madame Cissé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va définitivement refermer le standard et voilà, poursuivre avec nos invités. Bien sûr, sur le plateau, alors Jonathan Batenguene, on a encore quand même quelques minutes et c'est vrai que on a quand même permis à nos téléspectateurs de participer assez massivement, mais on va profiter la vingtaine de minutes qui nous reste pour essayer de rentrer ou alors d'approfondir également notre thématique sur le plateau. On parle de cette raison avancée bien sûr par Paris, la collaboration en coopération avec la Russie. Paris n'accepte pas cela. Oui, est-ce que Moscou fait peur à Paris? Visiblement, et c'est à juste titre. Il y a un vieux contentieux entre la France, pas en tant que France, mais en tant que pays de l'OTAN, qui a bénéficié de coups de pouce de l'OTAN. Le général de Gaulle ayant été fabriqué par les Anglais, Churchill, de Gaulle ayant forgé l'influence de la France sur l'héritage de l'empire colonial français, oui. La France s'est vue octroyer des territoires où son influence serait garantie par l'OTAN. Et ainsi, la France est redevable vis-à-vis de l'OTAN. D'ailleurs, les grandes guerres contre les nationalistes qui ont été menées par exemple au Cameroun, en Algérie, Cameroun avec l'UPC, en Algérie avec le FLN et sur d'autres territoires d'Afrique par la France, ont trouvé leur justification dans ce que ces différents mouvements étaient proches des pays de l'Est, notamment la Chine et l'URSS. Et depuis 1990, la Russie est l'héritière testamentaire de l'URSS. Elle assume la puissance internationale et le rayonnement de l'URSS. Oui. Aujourd'hui, donc, la Russie est dans la continuité. Si l'idéologie communiste qui était propre à l'URSS n'est plus le principe fondateur de la diplomatie russe, il reste tout de moins que les Russes continuent d'avoir cette volonté de contestation de l'hégémonie otanienne dans un monde post-guerre froide. Et ainsi, les Russes ont conçu des mécanismes de défense au niveau national, mais aussi de coopération qui s'avèrent être compétitifs et qui aujourd'hui mettent à mal
la politique hégémonique et de domination sans partage de l'Occident. L'Occident, donc, en réponse, ne veut pas, puisque nous avons parlé de domination sans partage, ne veut pas se retrouver sur certains territoires avec la Russie. Parce que l'Occident n'est pas compétitif. Un pays comme la France n'a jamais appris à se battre dans les règles. L'aide publique au développement participait de cette volonté de monopoliser, nous l'avons expliqué en première partie, le marché. Il faut noter que l'aide publique au développement en France émane directement de l'Élysée et est pilotée par Matignon. C'est-à-dire c'est le Premier ministre qui directement dirige les politiques liées à l'aide publique au développement. Et dans ce cadre, il est accompagné d'au moins 3 ministères. Le ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, c'est un ministère qui a été fragmenté en France. Vous avez le ministère du développement industriel, vous avez ce genre de ministère qui est né. Vous avez le ministère de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales. C'est un autre ministère qui est lié à ces questions. Vous avez le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, qui est également lié à ces questions. En outre, ils utilisent l'Agence française de développement. Mais quand vous prenez le réseau avec tous ces ministères, vous intégrez à l'intérieur encore les ONG. Les ONG qui mènent une diplomatie parallèle avec un travail de fond, de collecte d'informations, d'intelligence économique et d'intelligence tout court, parce que c'est du renseignement déguisé que ces ONG pratiquent sur les territoires. Donc, dans le principe de l'aide publique au développement, il y a des mécanismes qui permettent à l'État français non seulement d'espionner les pays qu'ils prétendent aider, mais de leur prêter de l'argent en finançant leur propre entreprise et en contrôlant les monopoles, les marchés porteurs de ces pays. Cette façon de faire oblige ces pays, comme la France, à maintenir leur hégémonie, sinon à ne pas accepter de concurrents. Mais voilà, il y a, je ne sais pas dire un quiproquo, lorsque Paris, parce que ce sont des informations que nous recevons, Paris dit que elle n'accepte pas, du moins la France n'accepte pas que le Mali coopère avec, on emploie leur terme, les mercenaires du groupe Wagner. Est-ce que de l'autre côté, le Mali dément, le Mali dit qu'il ne coopère pas avec... Alors, d'abord, il n'y a pas de coopération avec... Pourquoi? Comment expliquer ça? D'abord, il n'existe pas de coopération entre le Mali et une organisation qui s'appelle Wagner. Ça participe, il ne faut pas que nous reprenions leur narratif qui participe d'abord du mensonge. C'est ce qui explique le démenti du Mali. Le Mali n'a même pas à démentir. L'accord de coopération militaire a été signé entre le ministre Lavrov, ministre des Affaires étrangères, et le ministre C'est-à-dire entre deux États, le Mali et la Russie. Tout à fait. Maintenant, il y a la Convention de Montreux qui dispose d'un ensemble de relations particulières qui peuvent exister en matière de coopération militaire avec des SMP, les sociétés militaires privées. Et la Russie, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, a dans son dispositif de sécurité des SMP qui sous-traitent certaines activités au ministère de la Défense. C'est légal. Ce n'est pas une activité illégale, c'est pas une activité, c'est légal. C'est garanti par un document dont la majorité des experts étaient d'ailleurs des Français. La Convention de Montreux. Les experts qui ont rédigé la Convention de Montreux, la majorité étaient français. Et l'État qui a le plus bataillé pour la légalisation, pour la reconnaissance du document de la Convention de Montreux, c'est la France. C'est également l'Union européenne. Si on prend le collectif, c'est-à-dire la sous-région qui a le plus bataillé pour ça, c'est l'Union européenne. Les États-Unis qui bénéficient le plus des SMP parce que les premiers MPRI qui sont nés sur le territoire des États-Unis. Quand on parle des premiers, ce n'est pas en termes historiques, parce que historiquement, ça naît en Afrique du Sud. Mais de manière à les utiliser sur les champs de guerre, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont créé des sociétés militaires privées. Est-ce que la France, qui est allée à l'opération Tempête du désert en Irak, où les SMP états-uniennes ont été utilisées, est-ce que la France s'est targuée de ne pas pouvoir collaborer avec les États-Unis à cause de ces sociétés militaires privées? Non.
Si vous regardez la deuxième guerre d'Irak, ça a été pareil. Si vous regardez la guerre d'Afghanistan, ça a été pareil. D'ailleurs, la base militaire française était sécurisée par une société militaire privée états-unienne. C'est pour vous dire que c'est une aberration. Il s'agit essentiellement de vouloir à tout prix garder le monopole sur le Mali. Et puisque la France sait qu'elle n'est pas compétitive et que le Mali, dans sa nouvelle coopération, va se rendre compte du poteau rose qui lui a toujours été servi, la France préfère fuir en utilisant des prétextes. Mais comme l'a dit un téléspectateur, Madame Cissé, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle pour le peuple malien. Parce que le Mali ne devrait pas seulement se limiter à l'aide publique officielle. Le Mali devrait maintenant pousser la mesure avec la France jusqu'aux ONG. Et là, nous parlons bien sûr des ONG comme Mali Bara. Il faut que le Mali suspende l'activité des ONG qui sont dans le G, qui relèvent de la diplomatie d'influence de la France, en disant, pour être cohérent avec votre pays, vous avez décidé de ne plus travailler à la coopération pour le développement du Mali. Nous préférons qu'en tant que dans des organisations qui ne participent plus de ce processus, vous n'avez plus de raison d'être dans notre pays. Donc le Mali devrait suspendre également les ONG qui travaillent dans le giron de la politique étrangère française et se concentrer davantage à lui-même créer, comme ça s'est fait avec les sociétés civiles responsables et patriotes comme Yerewolo, à créer une société civile en interne qui, elle, portera les problèmes de la population et saura au mieux se battre pour le développement du Mali. D'ailleurs, comme l'ont rappelé les téléspectateurs, il n'y a jamais, d'ailleurs le Premier ministre le disait, personne ne peut aimer les Maliens plus qu'eux-mêmes. Donc, il n'y a jamais eu de pays étranger qui développe un pays plus que ses propres fils. Merci à vous, Jonathan. Tapé Groubera, je pense qu'on referme avec vous. En ce qui concerne justement la raison avancée par Paris, on se rend compte que finalement la guerre se poursuit. On parle de la guerre par exemple du côté de l'Ukraine, on met plus en avant la France et la Russie, même sur le territoire africain et précisément malien. Cela se poursuit. Paris ne veut pas collaborer, quoique Paris dit que la France voudrait s'engager dans la lutte contre le terrorisme, mais ne veut pas collaborer avec la Russie. Quelle conclusion, selon vous, alors quelles leçons tirer non seulement pour le Mali, mais aussi pour les États africains? Je pense que tout a été dit et tout à l'heure, mon frère Jonathan a repris un peu les propos de ma soeur Cissé. C'est une opportunité dont il faut s'en saisir. Parce que n'oublions pas, excusez-moi, que Jonathan a parlé de ça, les ONG, il y a 35 ONG qui ont écrit à M. Macron pour lui dire de revoir sa position. Ça, faut prendre l'expression un peu des Ivoiriens, ça veut dire qu'ils ont mis un peu du sel, enfin, du sable dans l'air à kéké, pour dire qu'en fait ces ONG-là, elles vivaient sur le crochet du Mali, et donc ces ONG-là, elles sont... Aujourd'hui, elles savent que la situation telle qu'elle se présente, nous serons peut-être au chômage. Donc, c'est une opportunité pour les Maliens. Et on ne le dira jamais assez. Je vais répéter la même chose qu'a dit tout à l'heure Jonathan. Personne ne peut développer le Mali mieux que les Maliens. Personne ne peut développer l'Afrique mieux que les Africains. Et Charles Guev a dit, lorsqu'il y a eu l'opération spéciale de la Russie, c'était un financier, un homme économique des finances français, il a dit que ça fait 8 siècles que nous, les Occidentaux, on a mis un système en place, qui est un système qui permet à nous, qui n'avons pas de ressources, de vivre au-dessus de nos moyens, et ceux qui ont les ressources de vivre en dessous de leurs moyens. Et donc, ce système-là, avec les sanctions que les autres pays occidentaux ont prises, on peut se défaire. Donc, il y a une dynamique, il y a une nouvelle ère qui se présente. Nous n'allons pas continuer de nourrir les autres alors que nos populations meurent sous des fallacieux prétextes, comme on le dit. Et l'occasion est bonne, il faut la saisir. Nous avons la chance d'avoir ce dynamisme qui est, comment on appelle, impulsé au niveau du Mali. Nous voyons aussi la même chose au niveau du Burkina. Bon, on espère que au niveau de la Centrafrique,
On espère que ceux de la Guinée vont s'inscrire, en attendant qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une dynamique réelle, pas un monsieur qui est à la solde de la France, véritablement pour que ces choses puissent aller de l'avant. Nous sommes fatigués, par exemple, nous qui sommes à l'extérieur, sur le continent européen, chaque jour on nous rappelle que nous sommes pauvres, que nous sommes venus prendre leur pain, etc. Alors que en réalité, c'est nous qui les nourrissons. Et la crise, l'opération spéciale de la Russie a montré qu'en réalité, on nous a menti pendant tout ce temps. On parlait des pays développés. On a vu que la Russie, quand elle ne donne pas son pétrole, nous on a froid. Regardez comment je suis habillé. Quand elle ne donne pas son blé, on ne mange pas. On a un problème ici. Donc, l'Afrique a des potentialités énormes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de créer des unités de production là-bas pour ne pas que les gens aillent mourir dans la Méditerranée. Puisque s'il y a de l'emploi, les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils vont venir mettre leur vie en danger? Voilà, c'est ce qu'il faut. Nous avons aujourd'hui les ressources. La première ressource de tout pays, ce sont les humains. Nous avons les ressources. Les ressources financières, on va les créer. Et donc, à partir du moment où on a les ressources humaines, il faut mettre ces ressources humaines avec, je vais dire, le génie des Africains pour que nous puissions sortir de cette situation de dépendance dans laquelle nous sommes. Parce qu'il faut arrêter de produire des produits que nous ne consommons pas et d'acheter des produits que nous consommons alors que nous avons la terre qu'il faut. Comment comprendre que les pays africains où nous sommes férus de la bière, par exemple, on ne plante pas le houblon. Et le houblon est planté dans des pays comme la Belgique, où on a 4 saisons, 4 mois de bon temps, alors que nous, on peut planter le houblon pour faire la bière, par exemple, chez nous. Comment, il y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités. Il ne faut plus continuer de suivre les gens parce que l'histoire de APF, l'Agence France de développement, c'est d'empêcher les pays africains de se développer. Pourquoi? Parce que c'est à travers ça qu'on va empêcher, on va dire, on vous donne ça, il faut éviter de subventionner vos agriculteurs. Alors qu'ici, on subventionne les agriculteurs. Chez nous, on dit c'est interdit. C'est vraiment tout ça. C'est une occasion, saisissons-la, et que nous voyons plus que les perspectives dans le futur que de regarder dans l'immédiat en disant que ouais, ils sont partis, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc je rassure mes frères et mes soeurs du Mali, je rassure tous Africains que comment on appelle l'aide au développement, c'est du leurre, c'est une imposture, elle ne sert à rien qu'à exploiter et opprimer les peuples africains. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, Tapé Groubera. Merci beaucoup. Rapidement, oui. Oui, c'est même pour continuer avec notre argument. Oui. Si vous comparez l'apport des Maliens de la diaspora, oui. Et là, nous tenons à préciser que quand on parle des Maliens de la diaspora, la plus grosse diaspora malienne, elle est en Côte d'Ivoire. La plus grosse diaspora malienne en Côte d'Ivoire. Oui. On estime à près de 5 millions de Maliens qui sont à l'étranger. Et parmi les 5 millions, moins d'1 million vivent en Europe. Quand vous prenez toute l'Europe, moins d'1 million. Et quand vous prenez avec les États-Unis et tout le reste, vous êtes autour d'1 million. Et tout le reste, c'est-à-dire près de 3/4 des Maliens vivent sur le continent. Et le gros des financements qui ont un impact positif parce qu'il y a une étude menée par un chercheur, M. Diallo, qui a été menée au Mali. Le gros de l'investissement de cette diaspora rentre dans l'économie réelle malienne et cet investissement permet un véritable changement dans la vie des Maliens. Et on parle de montants pharaoniques. Vous avez parlé de 460 millions, disons même 500 millions entre 2013 et 2017. Oui. Madame Doumbé, avec la diaspora malienne en 2019, on était à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, rien qu'en 2019. Ça veut dire que sur le même laps de temps, si on prend 4 ans, on a 4 milliards de dollars. Eh bien, faisons les calculs. Si on sort les calculettes, on est autour de 2,5 milliards, 2500 milliards de francs CFA. Donc, cette diaspora est bien plus productive que toute l'aide publique
française pour le Mali. Merci à vous, Jonathan Batengene, pour cette autre précision. Une fois de plus, merci à Tapé Groubera. Alors, simplement rappeler qu'on reviendra sur cette actualité demain dans le cadre de votre programme L'International. Il sera exactement 17h en Afrique centrale, 16h en Afrique de l'Ouest, soit 16h GMT. On reviendra également sur ces manifestations qui se déroulent, qui semblent en tout cas avoir déjà été dissipées. En tout cas, du côté du Burkina Faso, on nous signale une grande manifestation de ce côté-là. Les populations sont descendues dans les rues pour demander le départ de l'ambassadeur de France, mais aussi des forces françaises sur le territoire. On reviendra là-dessus dans le cadre de ce débat. D'ici là, portez-vous bien. Dans quelques minutes, bien sûr, c'est le grand journal. À très bientôt.